le cercle d'escrime d'Orléans ou orléanais, je ne sais plus si on dit d'Orléans ou orléanais. Voilà, on a souhaité, parce qu'on pense aussi que le sport est un facteur important de bien-être et de santé, je dirais, on souhaitait faire partager ça avec nos adhérents. Et comme on a pu, entre guillemets, en parler hier, il y a plein de choses qui participent à la bonne santé, le fait de se retrouver en groupe, d'avoir un objectif commun, d'avoir des relations sociales. Et le sport participe à tout ça. Et puis, je vais laisser la parole, je dirais, aux personnes qui sont là pour animer, voilà, et vous souhaiter une bonne réunion. Je reste en ligne, n'hésitez pas à poser des questions. Quand il y en aura, je crois qu'on va couper le micro de tout le monde, sauf des présentateurs, et vous avez le chat pour poser des questions, et sinon, peut-être qu'à la fin, on ouvrira pour avoir quelques questions à l'oral. Voilà, une bonne session à tous. Merci Gilles. Je vous propose de commencer par un tour de table. Je vais laisser l'honneur à Cécilia de se présenter. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Donc, je m'appelle Cécilia Berder, je suis en équipe de France d'escrime en spécialité sabre. Je suis licenciée au Cercle d'escrime Orléans et je suis avec vous donc cet après-midi pour parler un peu sport, de santé, puis toutes les questions qui vous viendront en tête. Merci Cécilia. Sylvain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Sylvain Desnoux, je suis un des maîtres d'armes du Cercle d'escrime orléanais et je serai là pour intervenir avec vous, notamment pour orienter la discussion autour du sport et puis et d'escrime en particulier. Et du coup, pour finir, je suis Delphine Esselin et je m'occupe de la communication spécifique au contrat collectif au sein de Myoma. Et j'aurai le même rôle que Sylvain pendant cette conférence, plus sur la thématique santé. Et peut-être que quand même, pour nos adhérents qui ne la connaissent pas, on peut demander à Patricia de se présenter. Bonjour, je suis Patricia Regui, la présidente du Cercle d'escrime orléanais. Merci Patricia pour cette participation. À vous. On démarre alors avec une première question parce que Cécilia, moi je te connais, on se connaît, je sais ce que tu fais. Évidemment, on est des spécialistes de l'escrime tous les deux, mais ce n'est pas forcément le cas des adhérents et des participants à ce live. Est-ce que tu peux, pour éclairer un petit peu tout le monde, nous donner un petit peu de détails sur l'escrime en général, le sabre en particulier, et puis un petit peu comment tout ça fonctionne? L'escrime, c'est vrai que c'est simple. Quand on voit ça à la télé, on trouve ça joli et généralement, on ne comprend pas toujours les règles. Donc, c'est important de déjà commencer à comprendre ce que c'est l'escrime. L'escrime, c'est déjà 3 armes. Donc, l'épée, le fleuret et le sabre. Et on peut vraiment faire ça en parallèle avec l'athlétisme. Ceux qui vont faire de l'épée, c'est les gens qui vont être très endurants, très patients, très joueurs d'échecs, un peu comme si vous couriez un 1500 mètres. C'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie sur du long terme où il va falloir être très subtil. C'est long parce qu'on peut toucher partout, mais on peut aussi être touché partout. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour trouver la bonne feinte, le bon piège. Donc, être patient, c'était pas trop mon truc. Donc, du coup, moi, j'ai plutôt été vers le sabre. Le sabre, c'est l'arme des cavaliers. Ça va beaucoup plus vite. Et là, on peut faire vraiment un parallèle avec le sprint. C'est clairement un 100 mètres. Vous avez le droit de toucher au-dessus de la ceinture. Donc, tout ce qui va être le bras, le tronc, la tête, le dos. Et les gestes sont un petit peu plus violents, un petit peu plus. On a une réputation de sport un peu de bourrin, même si on est très bien protégé, on ne risque rien. Mais voilà, c'est cette capacité à aller beaucoup plus vite, à prendre une décision, une touche, ça dure 2-3 secondes. Et c'est vraiment des qualités de sprinter. Et au milieu, vous avez le fleuret. C'est l'équilibre parfait entre l'épée et le sabre. Ça va être un 800 mètres. Il faut à la fois être explosif et en même temps être très stratège. Donc, suivant vos caractéristiques, suivant vos qualités physiques et mentales, vous allez choisir plus ou moins une autre arme. Est-ce que tu peux, du coup, toujours pour faire connaissance, nous éclairer un petit peu sur ton parcours d'athlète, comment tu as commencé, où, à quel endroit, et comment peut-être tu te retrouves ici aujourd'hui avec le CEO et Myoma? Il y a l'alarme incendie, c'est génial, je ne sais pas si vous entendez. Je vais essayer de parler plus fort en espérant que vous m'entendiez bien.
Donc, moi, je suis originaire de Quimper. S'il y a des Bretons dans la salle, voilà, on est toujours un petit peu chauvin. Je suis née là-bas et je suis arrivée à Orléans quand j'avais 15 ans. Parce qu'à Orléans, il y a une très grande structure pour s'entraîner de haut niveau et un club qui était à la fois ambitieux et familial. Et c'était vraiment ça que j'avais besoin de retrouver en quittant ma Bretagne. Donc, j'ai été licenciée à Orléans en 2006 et puis j'ai gravi les échelons. Quand vous faites du haut niveau, vous commencez par des compétitions régionales, puis nationales, et puis après, vous ouvrez une porte, c'est des compétitions internationales, et puis après, c'est des Coupes du Monde, des championnats d'Europe, des championnats du monde et les Jeux Olympiques. C'est vraiment ça la chance qu'on a quand on fait du sport de haut niveau, c'est qu'on commence et qu'à chaque fois, il y a une porte derrière qui vous dit bah, c'est encore plus grand, les adversaires sont encore plus forts. Et puis clairement, il y a un côté un peu drogué, c'est-à-dire que vous voulez absolument voir ce qu'il y a derrière la porte et gravir une marche de plus. Donc voilà, moi je suis donc licenciée à Orléans depuis 2006. On a été championne de France ensemble avec ce club, par équipe, en individuel. J'ai eu la chance aussi en championnat d'Europe de gagner par équipe, de faire deuxième en individuel et à la fois aussi d'être championne du monde. Et on a été médaille d'argent aux Jeux Olympiques sur le palmarès. Voilà, c'est ça à peu près. Avant de passer la parole à Delphine, juste j'aurais peut-être dû commencer par ça. Tu parlais des résultats de compétition. Je voulais te renouveler mes félicitations puisque tu reviens des Jeux européens, donc l'équivalent des championnats d'Europe, où tu as remporté le titre avec l'équipe de France. Donc félicitations encore une fois. Delphine, peut-être une première question sur le thème de la santé et de la prévention qui pourrait être en lien avec le thème d'aujourd'hui. Oui, une question vraiment très générale. Comment as-tu pu jongler? Parce que voilà, tu es sportif de haut niveau, mais tu fais aussi d'autres activités, tu es également journaliste, etc. Comment tu peux jongler, comment tu arrives à jongler en fait entre toutes ces vies-là, prendre aussi du temps pour toi, etc. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? On a la chance d'arriver, quand on arrive en structure dans les pôles espoirs, d'avoir l'exemplarité de nos aînés. Quand on arrive, ils font quasiment tous des études de haut niveau. Et quand vous arrivez, vous avez 15-16 ans, la force de l'exemple, j'y crois beaucoup. Et que eux, s'ils sont capables d'avoir une carrière de niveau et à la fois de faire des études, ben, on suit ce même chemin. Et puis j'avais aussi mes parents qui m'accompagnaient. C'est sûr que quand on fait du sport, sur une journée normale, sur une semaine normale, on s'entraîne 2 fois par jour. Ça va être par exemple de 10h à 13h et de 16h à 19h sur une journée. Et entre les créneaux 8-10 et 14-16, ben, généralement, soit on fait des études ou soit on travaille. Parce que l'escrime, vous vous en doutez, c'est pas un sport professionnel, ça nous permet pas de gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses et à la fois en même temps pouvoir faire des études à côté. Donc c'est une vraie chance. Est-ce que c'est difficile? Non, parce que c'est passionnant. C'est la chance de pouvoir se réveiller tous les jours et de chercher constamment dans l'escrime et puis d'avoir les yeux bien ouverts quand on veut chercher autre chose. Moi, donc, j'ai fait des études de journalisme. J'ai été chroniqueuse à France Info de 2015 à 2022. Et sortir de Radio France et retourner à l'entraînement, on se rend bien compte que c'est une vie particulière, mais c'est riche parce que je rencontre des gens qui savaient peut-être même pas forcément que je faisais de l'escrime. Et quand je retourne à l'entraînement, j'ai une nouvelle créativité. Voilà, c'est cette curiosité qui a été attisée et après on a envie qu'une chose, c'est de faire du sport. Donc c'est un vrai équilibre qui est né par une force d'envie de suivre les aînés qui l'ont fait avant nous et avec ça, ça marche bien. Ouais. Mais est-ce que ça a été compliqué au départ de pouvoir mener ta vie d'étudiante, ta vie sportive? Est-ce que à des moments, tu étais plus dans ta vie étudiante, il y avait des périodes d'examen, ce genre de choses? Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas la vie étudiante. Vous voyez bien vos collègues qui partent dans les soirées étudiantes, vous les avez pas. Beaucoup vous disent ah, tu fais des sacrifices, c'est difficile. Et à aucun moment de ma vie, de ma carrière sportive ou étudiante, je me suis dit je loupe des choses. Au contraire, c'est sûr que j'ai eu la chance aussi de voyager à travers le monde, que j'ai pas fait des études normales et que tout était un peu différent. Mais en fait, si tu retournes le problème à l'envers, c'est une vraie opportunité. Une opportunité de savoir gérer un agenda quand vous avez 15 ans, de gérer une double vie quand vous avez 20 ans, de partir à travers le monde quand vous avez une vingtaine d'années. Enfin, j'ai eu la chance de découvrir les Jeux Olympiques, j'avais 18 ans et j'étais remplaçante et là, vous ouvrez grand les yeux et en effet, vous faites pas les mêmes vacances que tout le monde, vous faites pas les mêmes journées que tout le monde. Des fois, vous courez et des fois, le soir, vous dormez bien et que vous avez qu'une envie, c'est à 20h d'être au lit. Mais à aucun moment, parce que beaucoup utilisent ce mot-là, vous êtes sportif, vous faites des sacrifices, je pense que c'est important
l'alarme s'est arrêtée, ça va être mieux. Je pense que c'est important de voir un petit peu sous un autre prisme, de se dire que c'est une opportunité incroyable, que en effet, des fois, à l'entraînement, c'est difficile parce qu'on se prend littéralement des coups sur la tête et que des fois on perd, des fois on gagne et que des fois on trouve pas les astuces pour piéger notre adversaire. Mais le soir, en fait, on a cette envie boulimique de trouver une meilleure solution, de trouver une meilleure feinte. Et puis, quand ça va pas, bah, vous avez un autre univers dans lequel voilà, vous changez de casquette. Et ça, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Ça permet d'aérer son esprit et d'être un peu plus fort sur une piste d'escrime aussi. Ouais. D'accord. Et depuis quelques temps maintenant, tu es devenue maman. Je voulais savoir un petit peu comment tu t'es sentie par rapport à tes coéquipiers, par rapport à ton entraîneur, quand tu as pris la décision voilà, de vouloir fonder une famille. Est-ce que ça a été compliqué? Alors, c'est une nouvelle casquette et c'est clairement la plus belle des casquettes que j'ai pu mettre de toute ma vie aujourd'hui. L'annoncer à mon collectif, à mes entraîneurs, à mon club, ça a été un peu d'appréhension, mine de rien, parce qu'on a peur dans le regard de vos proches, de gens qui vous soutiennent pour mener bien votre carrière professionnelle, qui vous voient plus comme une sportive, qui vous voient presque comme quelqu'un de malade ou de blessé, alors que non, vous êtes juste enceinte, ou en tout cas vous avez ce projet-là. Et en fait, à partir du moment où je l'ai dit, ça a été un tel bonheur, que ce soit au niveau de mes coéquipières, de mes entraîneurs, ou de mon club, ou de ma fédération, et qui m'ont tellement soutenue en mode c'est maintenant en fait, mais c'est la plus belle chose que tu peux avoir dans ta vie. Et du coup, ça m'a waouh, ben oui, en fait, vous avez raison. Et puis en fait, arrive une nouvelle discussion avec vos entraîneurs, avec votre présidente, avec votre directeur de fédé, qui en fait, eux aussi sont parents et vous disent, mais tu vas voir, en fait, c'est magique. Et c'est une conversation que j'avais pas forcément avec des gens parce que j'ai jamais été maman. Donc en fait, tout change, tout change. Et voir que les gens sont heureux, que voir les gens, la question que ça a été, est-ce que t'as envie de revenir après? J'ai fait oui. Et ben voilà, ben, c'est maintenant en fait qu'on va te soutenir. Et en fait, d'entendre ça, ça change tout. Ça change tout. Ça, ça crée un lien plus intime, ça crée un sentiment d'appartenance, de voir que votre entraîneur il compte encore sur vous, que votre club il vous soutient, parce que clairement, oui, vous repartez de zéro en fait. Un an sans compétition, bah, vous repartez de zéro, donc tout change. Mais avec mon conjoint, on avait ce besoin viscéral de devenir parent, de fonder une famille, et j'en suis persuadée que c'est compatible avec le haut niveau. Et encore une fois, j'ai eu la chance de voir pas mal de sportives, on en entend de plus en plus parler dans les médias, des femmes qui ont une brillante carrière, sportive ou autre, et qui reviennent après une maternité. Et je me suis dit, ouais, j'ai aussi envie d'écrire ce chapitre, donc pour ça, c'était cool. Et comment ça s'est passé pendant ta grossesse, tes entraînements? Est-ce que tu as dû tout remoduler? Il y a peut-être des choses que tu ne pouvais plus faire? Ouais, tous les mois, j'avais comme un plan de bataille avec ma gynéco. Donc, j'ai arrêté les compétitions après 3 mois et demi de grossesse. C'était notamment à la Coupe du Monde d'Orléans, avec la Coupe d'Europe des clubs qui s'est enchaînée. C'était des très bons souvenirs, mais en même temps, après 3 mois et demi de grossesse, je me suis dit, ma place, elle est plus trop là, parce que ben, tu sens que tu as la vie qui grandit dans ton ventre, et être un guerrier, un tueur sur une piste d'escrime, je sentais que ça avait un peu moins de sens. Mais mine de rien, j'ai quand même pu m'entraîner jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Je suis partie de la salle d'entraînement à la maternité, donc pour ça, c'était vraiment cool. Et en fait, tous les mois, j'avais un plan de bataille. Ma gynéco, ma préparatrice physique me disait, bah voilà, tu as 3 mois de grossesse, tu ne peux plus faire de cardio en étant essoufflé. Donc un cardio, ça va être par exemple courir ou une séance de vélo, une séance de piscine. Au 5e mois, bah, tu ne peux plus faire de fente. Donc là, c'est un geste avec un peu plus d'impact sur le sol. Et donc tous les mois, j'avais ça tu peux, ça tu ne peux plus, ça tu peux favoriser, ça tu peux en faire plus, ça tu peux en faire moins. Et puis en fait, quand quelqu'un vous dessine ce cadre, bah, c'est comme si vous avez votre trousse de crayons et vous dites, bah voilà, c'est bon, on m'a dessiné le cadre, moi je peux dessiner exactement comme je veux là-dedans. Donc je fais de la musculation tous les jours, je faisais du yoga tous les jours, de la piscine tous les jours, de l'escrime, des leçons techniques tous les jours. J'ai arrêté les combats à l'entraînement au 5e mois de grossesse, donc c'était quand même pas mal. Voilà, c'était vraiment une feuille de route et c'était magnifique parce que en effet, mon corps, c'est mon outil de travail, c'est la personne que je connais le mieux, je pense. Et en étant enceinte, c'était tous les jours des nouvelles découvertes. Le matin, être malade, le soir, ne pas pouvoir se bouger. Et en fait, quand je me suis dit, mais en fait, là où je me sens le mieux et où j'ai mal nulle part, c'est quand je fais du sport. Et du coup, ça a été d'une richesse et d'une découverte et d'une écoute, de se réveiller le matin et de se dire, j'ai qu'une envie, c'est désolé, mais de vomir, parce que ça nous chamboule tout dans mon ventre. Et puis que je vais faire une muscu et que pendant les 2 heures de muscu, j'ai
j'étais bien, quoi. Et du coup, je dis, bah, en fait, il y avait un côté, en effet, un peu drogué, mais je ne vais pas m'arrêter parce que c'est trop bien, en fait. Il n'y a que là que je suis bien, je vais pas retourner sur mon canapé, quoi. Super. Mais du coup, tout au long de ta grossesse, tu es restée quand même un pied dans le milieu sportif, l'escrime et cetera. Quand tu as eu, ton enfant, il y a forcément eu un temps d'arrêt. Comment toi tu as pu le vivre? Parce que tu as dû voir aussi, tes coéquipières, voilà, continuer, gagner des médailles et cetera. Comment toi tu l'as ressenti, Alors, dans un premier temps, quand j'étais enceinte, dans le premier trimestre, je les regardais en compétition, je les encourageais, je leur disais, bah voilà, puis on a envie d'y être. À partir du 5e, 6e mois de grossesse, j'avais plus du tout envie d'être à leur place parce que c'était le combat, l'agressivité, la compétition, l'adversité, et je sentais que ma place n'était plus là. Donc, j'ai même arrêté de regarder les grandes compétitions. Une fois que j'ai accouché, en effet, le corps a quand même, ça, c'est une sacrée compétition. Et je pense que le sport de haut niveau m'a aidé d'accoucher avec une péridurale qui a pas marché. Je me suis vraiment mis en mode compétition et la sage-femme avait bien compris qu'il fallait me parler comme ça, donc ça a été vraiment quelque chose. Une fois que ma fille est arrivée, vous vous retrouvez avec un corps qui c'est plus qu'une compétition qu'il a fait. Vous avez été puiser des ressources inconnues. Ça a été quelque chose de particulier. Donc, le maître mot, ça a été de l'indulgence. Dans un moment où tout fait que vous voulez aller plus vite, l'entourage veut que vous repreniez plus vite, le haut niveau fait que, attention, les adversaires vont pas t'attendre, la compétition c'est en septembre, reviens vite. Voilà, c'est le bon curseur entre trouver une forme de patience, d'indulgence et en même temps, bah, revenir le plus vite possible. Les maîtres mots, il y a pas à dire. L'indulgence, c'est ça va si ça vous prend 3 semaines, 1 mois, 6 mois, c'est important de les prendre parce que, sinon c'est des risques de blessures, c'est des risques de faire mal. C'est comme si vous construisez votre maison, en fait. Et clairement, bah, les fondations, typiquement, les fondations pour une femme qui a accouché, c'est la force de son périnée, tout ce qui va être, au niveau, de tout l'entrejambe qui va tenir mon ossature, mes muscles profonds, et ben, prends le temps de le faire, en fait. Parce que, avant l'accouchement, avant la grossesse, j'étais capable, je sais pas, de tenir des exercices 2-3 minutes de gainage. Après l'accouchement, 5 secondes, c'était un calvaire, c'était l'Himalaya, et cette indulgence-là, il faut l'avoir et c'est OK, en fait. Et j'ai repris les compétitions finalement, 5 mois après l'accouchement. Et c'est physiquement, je me sens aujourd'hui beaucoup plus forte, parce que, j'écoute mieux mon corps, je le comprends mieux. J'ai passé une année où j'ai pas eu de pépins physiques, donc c'est quand même, aussi un vrai feu vert et un vrai signe positif. Hem Après la vraie échéance aussi, c'est, parce qu'on fait du haut niveau, c'est un côté un peu cognitif. Ça veut dire que constamment votre corps, il est capable de réagir un petit peu comme un félin sur une microseconde, et ça, bah, avec, l'accouchement, avec la grossesse, c'est ça qu'on perd le plus. Mais je suis persuadée que ça revient tout aussi vite. Parce qu'il y a des exercices de visualisation, de méditation, de préparation physique et mentale qui permettent de revenir, mais ça prend du temps, et c'est important dans cette, société où tout nous fait à des fois aller un peu trop vite, de prendre ce temps-là, et une fois que c'est fait, après toutes les planètes s'alignent. et au niveau de ton Euh, retour par rapport à ton entraîneur, et aussi toute la sphère, voilà, journalistique et cetera, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais peur de reprendre? Ou par rapport à ce que les gens pouvaient penser de ton retour? Au niveau sportif, c'est sûr que vous êtes regardés et attendus. Le début d'année a été un peu compliqué parce qu'il y avait pas de résultats. Et puis, vous êtes la bête à abattre. C'est violent, mais moi, quand les aînés sont partis, j'avais qu'une envie, c'était de prendre leur place. Et c'est normal, c'est la règle du jeu, c'est la règle de la jungle, en fait. Et c'est un challenge qui est, époustouflant et merveilleux, et parce que ça va être difficile, en fait, et que forcément personne ne vous attend, mais c'est les règles du jeu. Je pense qu'on a plus de chance dans le sport de haut niveau parce que c'est les règles du jeu. C'est des fois plus compliqué de le faire en entreprise ou en société où on connaît un petit peu moins les règles. Là, clairement, l'esprit animal, il doit constamment être éveillé, et nous, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes à prétendre, pour les fins de championnat, être que 3-4 athlètes. Donc constamment, c'est cette course-là, et forcément, quand je suis revenue de grossesse, ben, j'étais un peu le chien, un petit peu blessé, qu'on avait qu'une envie, qui se réveille pas. Mais c'est OK, en fait, d'accueillir ça, d'accepter ça, et de trouver des ressources pour se dire: «Mais en fait, vous allez voir, quoi». Je suis peut-être un chien un peu blessé et malade, ou en tout cas qui revient de quelque chose de particulier, mais en fait, aujourd'hui, j'ai un bagage qui est différent, et ça se fait bien, ouais. Et dans ton quotidien, aujourd'hui, tu arrives, à faire la part des choses entre ta vie de famille, ta vie de sportive?
ta vie professionnelle au final? Est-ce que tu arrives? Quels conseils tu pourrais, donner? Est-ce qu'il faut cloisonner? Est-ce que tu arrives à te prendre du temps pour toi? La chance de devenir maman, c'est que du jour au lendemain, le sens de mes priorités a été, chamboulé, a été transformé. C'est-à-dire que quand vous rentrez habituellement de l'entraînement, que vous avez passé un mauvais entraînement, que vous avez pris des coups sur la tête, que vous avez perdu des matchs, à l'entraînement, hein, je parle même pas d'en compétition, vous rentrez à la maison, c'est des fois un petit peu dur. Vous vous dites: «Ben, OK». Alors quand vous rentrez de compète et qu'il y a un échec, des fois c'est un petit peu dur aussi. Vous vous questionnez, vous dites: «Quel est le prochain challenge?» Là, que je rentre de compétition, d'entraînement, de stage, que ce soit bien, mal passé ou qu'importe, je rentre chez moi et j'ai 2 petits bras qui courent vers moi et qui me disent: «Waouh, je suis» enfin voilà, elle me parle pas encore, elle a qu'1 an, mais qui montre un sentiment de bonheur et de: «J'ai envie d'être près de toi» et tout devient pur, simple et c'est cette quête-là qui est indispensable. On a la chance d'avoir ces connexions-là, qu'importe qu'on soit parents ou pas, mais avec des frères et sœurs, des voisins, des cousins, des amis et c'est tellement voilà, il y a que ça en fait qui est important. Il y a que ça. Ces liens qu'on peut créer avec des gens qui nous entourent, ça va au-delà d'une médaille. Alors oui, gagner des titres, c'est vraiment incroyable, mais rentrer à la maison, vous relativisez tout plus vite. C'est OK, en fait. Je fais juste de l'escrime. Je fais juste de l'escrime. Je suis pas en train de trouver un remède pour n'importe quelle maladie. Je suis pas en train d'essayer de sauver la vie des gens. Non, je suis en train de faire du sabre. Donc ça va, en fait. Je me suis peut-être pris la tête un peu à l'entraînement, mais là, elle compte sur moi, en fait. Et donc du coup, ouais, le sens des priorités change très vite et c'est très apaisant et je suis persuadée que cette ressource-là, elle peut aussi aider dans le haut niveau, hein. Je sais pas, Sylvain, si toi tu avais peut-être, d'autres questions pour un petit peu, parler plus de la carrière sportive de Cécilia? Si, pour orienter un petit peu sur cette partie prévention, donc on a compris que tu as été obligé de t'arrêter quasiment 1 an, que a priori ton retour se passe bien. Moi, je vois les résultats arriver, on sent que c'est sur la bonne dynamique. Est-ce que moi, ce qui pourrait être intéressant de savoir, c'est peut-être nous expliquer ce que tu as mis en place à ton retour à l'entraînement, les méthodes d'entraînement qui auraient pu changer entre avant et après ta grossesse, et puis ce que tu as mis peut-être en place en termes de prévention, puisque on sait que la grossesse et l'accouchement sont des bouleversements pour le corps des femmes, et peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises en place avec ton équipe médicale, justement pour éviter des blessures qui pourraient être liées directement à ton retour suite à ta grossesse. Oui, alors c'est une logique qui avait été déjà même fait un peu avant les Jeux de Tokyo, donc avant que je sois enceinte et parce que, aujourd'hui j'ai 33 ans, donc je suis plutôt sur la fin de carrière qu'en début de carrière. Et j'avais pris conscience, après le confinement, donc là on est en 2019-2020, qu'en fait, on a été confinés et nous aussi on s'est pas entraînés pendant une longue période et que je me suis réveillée le matin, je n'avais plus mal nulle part. Parce qu'on n'était plus en surentraînement et je suis partie du principe qu'en fait, se lever le matin, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était pas si normal que ça d'avoir mal partout. Quand j'ai eu cette conversation avec moi-même, je me suis dit: «OK, en fait, Cécilia, te lever le matin, avoir mal au tendon d'Achille, au genou, à l'épaule, qu'importe ton âge, c'est pas normal ces douleurs chroniques». Et à partir de là, il y a eu vraiment ce virage d'écouter son corps, de mettre en place d'autres techniques. Le yoga, ça a clairement été révolutionnaire pour moi. J'en faisais depuis pas mal d'années, mais j'en fais davantage tous les matins de m'étirer et c'est des techniques qui ont vraiment été accélérées avec la grossesse. Hem, Ça va être des techniques aussi je fais beaucoup de méditation. Ça va être encore une fois une conversation différente avec son corps. Écouter où tu as mal en fait. Tous les matins, je me dis: «Où tu as mal? OK, est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est lié au stress?» Ça arrive quand même assez souvent, des douleurs chroniques qui sont liées au stress parce qu'on est tous pareils. Quand on est tendu, on va avoir les épaules hyper hautes, le cou hyper tendu. Et ben, c'est quelques minutes de méditation que je prends le matin, l'après-midi, le soir quand j'ai un peu de temps devant moi. C'est 5 minutes peut-être, mais ça me fait un bien fou et ça permet de mieux dormir et mieux dormir, ça permet aussi au corps de se régénérer. Parce qu'on est tous pareils, qu'on ait 10, 15, 20, 50, 70, 80, 100 ans, on a tous des douleurs chroniques. Le sport de haut niveau les accélère, c'est évident et quand après tu arrives le bonheur de pouvoir être enceinte, là, c'est encore une conversation différente avec son corps parce que ça pousse, ça grandit, ça vit, ça bouge. Enfin voilà, pour les femmes qui ont eu la chance d'être enceintes, c'est fou d'avoir ça quand même dans son ventre, ça arrivera très peu de fois dans sa vie et du coup, bah, c'était encore une fois une conversation, hem et une écoute, mais ça peut paraître, enfantin de dire ça, mais c'est ces quelques minutes que là, on prend tous les jours
et qui peuvent faire la différence sur une journée où on va au bureau, une journée où on va à l'entraînement, ou une journée où on fait rien, une journée où on se balade, où on voyage. Voilà, qu'importe votre vie, c'est quelques minutes qu'on va prendre pour écouter. Et après, en termes vraiment spécifiques, sport de haut niveau, tout ce qui faisait beaucoup. Avant, je faisais énormément de musculation. Ça me permettait d'être hyper explosif, hyper tonique. Et en même temps, j'en demandais aussi beaucoup à mes articulations. Aujourd'hui, je fais plus, on avait appelé ça de la prévention. C'est-à-dire que c'est quand même des exercices de musculation, mais c'est à poids de corps. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, et c'est des exercices avec des élastiques, mais c'est mon propre corps que je soulève. Donc je ne suis pas en train de soulever des 150 kilos en squat, avoir ça sur les épaules. Alors c'est cool parce que vous vous sentez fort et puissant, mais à un moment donné, votre corps, il dit, ben, j'ai envie d'autre chose. Et c'est OK, en fait. Je suis toujours capable de les pousser, mais ça ne sert à rien de le faire parce que je ne fais pas d'haltérophilie, en fait. Et c'est un peu de malice, un peu d'écoute, la chance d'être entouré par des professionnels. C'est évident que des techniques comme ça, Internet nous offre beaucoup de choses, mais avoir tous les jours mon préparateur physique qui est là, qui m'oriente, qui me guide, c'est sûr que c'est aussi un luxe. Mais même sans tout ça, on peut y arriver. Parce qu'il y a moi j'ai yoga, je répète, yoga, méditation, visualisation. S'imaginer faire un exercice, qu'importe votre sport que vous faites, vous pouvez vous faire cet exercice de s'asseoir sur une chaise pendant 5 minutes et de visualiser l'action et de la faire et de la refaire jusqu'à ce que ce soit parfait dans votre tête. Ça peut paraître anodin, mais comme le corps, il n'est pas capable de faire la différence entre ce que vous avez imaginé et ce que vous avez vraiment fait, et ben en fait, j'ai vraiment progressé comme ça. Pendant ma grossesse, les premiers mois, je faisais ça. Je pouvais plus faire de combat au niveau, bah, je me mettais dans ma chaise et je m'imaginais en compétition, je me mettais un petit stress et puis je regardais qu'est-ce que je pouvais faire. Et clairement, bah, en fait, le corps, il est magique. Il est capable de progresser en étant sur une chaise. Et, donc, tu le disais, hein, on ne l'a pas précisé, tu t'entraînes à l'INSEP avec le collectif de l'équipe de France. Vous avez la chance effectivement d'être entouré des médecins, des kinés, des préparateurs physiques, etc. Malgré tout, on comprend qu'il y a des choses qui peuvent être accessibles au plus grand nombre, alors sans parler de sport de haut niveau. Mais tu parlais de bon sens, je pense que c'est ça peut-être qu'il faut aussi retenir et pas avoir peur de se fixer des limites. Justement, est-ce que toi, tes limites physiques et peut-être psychologiques, elles ont évolué par rapport à depuis que tu es revenu? Oui, alors déjà, le fait d'avoir accouché, j'ai un bassin qui est un petit peu plus large et c'est génial parce que du coup, je suis plus souple pour faire des fentes, j'ai moins mal à la hanche. Et donc, en fait, vous pouvez vous dire, bah mince, j'ai un bassin plus large, mais non, vous pouvez aussi vous dire, chouette, je peux pousser et ça me fait gagner 2-3 cm de plus. C'est moins serré dans ma hanche, donc le psoas, qui est un muscle au niveau que vous avez au niveau, donc qui va tenir un peu tout ça, c'est un muscle hyper important. Bah, en fait, il a plus de place pour s'exprimer, donc c'est aussi très cool. Après, les limites, c'est difficile de savoir où sont les limites. La limite, et c'est sûr que c'est la blessure, et chaque athlète de haut niveau, c'est terrible, passera par là. C'était une phrase qui m'avait marqué une fois, un kiné m'avait dit, j'étais blessée, ça allait pas très bien parce que ça, vous encaissez le coup. Il dit, mais en fait, tu es en avance sur les autres. Sous-entendu, tout le monde va passer par cette case-là, et en fait, ben, tu vas t'en sortir et tu vas revenir plus fort. Et c'est la limite quand même aujourd'hui, parce que je suis un peu plus âgée, à, à discuter avec moi. Voilà, je pousse, et des fois, l'entraînement, ok, là, en fait, là, je suis en surfatigue. Faire ce match en plus, bah, à 20 ans, oui, aujourd'hui, peut-être pas, en fait. Mais c'est ok, c'est en accord avec moi. C'est pas de la flemme, c'est juste de la gestion. Et voilà, c'est ça la limite aujourd'hui où le tout, c'est de. Et une autre phrase qui m'avait aussi marqué, là, parce que c'était vraiment le monde du kiné aussi, c'est important, c'est que le bon mouvement, c'est le prochain. Ça va au-delà, parce que là, on switch un peu de sujet, mais de se dire que si des fois il y a une crispation ou des fois le corps un peu tendu, un peu recroquevillé sur lui, le bon mouvement, bah, c'est le prochain. Donc là, par exemple, ça fait longtemps que je suis assise debout, bah, bon prochain mouvement, bah, ce sera de bouger, quoi. Et voilà, c'est une limite-là à prendre en compte. Et, enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment cet échange que tu as avec ton corps, cette introspection que je pense qu'on peut tous avoir. C'est assez basique et c'est passionnant parce que vous allez avoir le premier degré d'introspection, et puis peut-être dans un mois, ce sera une connaissance, bam, vous allez sentir la colère vous monter juste même avant d'être en colère. Enfin, c'est vraiment jouer avec son corps et ses émotions. Moi, c'est mon métier, mais c'est passionnant. Ouais. Et
Du coup, tu parlais aussi un petit peu de tes priorités qui avaient évolué, tu en parlais tout à l'heure. Comment tu fais pour jongler au quotidien entre ta vie de mère, ta vie de sportif de haut niveau, peut-être tu parlais aussi de ta carrière de journaliste que tu avais peut-être mis un petit peu entre parenthèses pour l'instant avec des objectifs peut-être spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu de comment ça s'organise et est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport au début de ta vie de sportif de haut niveau, avec les différentes étapes que tu as pu connaître, pardon, dans cette articulation entre tout ce qui se passe dans ta vie, puisque finalement tu vis plusieurs vies en même temps. Oui, alors donc là, j'étais chroniqueuse à France Info entre 2015 et 2022. J'ai arrêté l'année dernière, donc à la fin de ma grossesse. J'ai pas voulu reprendre parce que j'avais ce désir d'être chez moi et de profiter vraiment de ma fille. Parce qu'on est à 1 an d'un événement important, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Évidemment, vous avez peut-être dû en entendre parler. Voilà, c'est l'événement d'une vie et j'avais besoin de m'offrir ce luxe de rentrer chez moi et de pouvoir fermer la porte et de pas avoir ces chroniques à travailler et ce métier de journaliste. Ça va durer 1 an, je sais que c'est assez court, mais je sentais que c'était important pour moi. Comment ça s'articule après mon quotidien? C'est donc 2 entraînements par jour, du lundi au vendredi. Et la vie de maman, ma fille donc, va chez la nounou de 8h30 à 17h30. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Ça veut dire que pouvoir jongler entre les entraînements, faire comprendre à mes entraîneurs que je dois aller chercher ma fille, et clairement mon conjoint qui m'aide parce que ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de gérer les compétitions, les déplacements. On part souvent ces derniers temps, on part 1 semaine, 10 jours. Et je peux pas l'emporter partout parce que je suis pas persuadée qu'à la place d'un bébé, ce soit dans mes valises ou dans des gradins d'un gymnase. C'est pas forcément hyper sexy. Et puis c'est un budget aussi. Je suis pas sûre aujourd'hui, en tout cas, que c'est sa place. Elle est très bien avec son papa. Et c'est sûr que c'est moi qui suis impatiente de rentrer. Et voilà, après, des activités comme ça, ça a été aussi beaucoup de journalistes, beaucoup d'initiation d'escrime parce que je suis passionnée de mon sport et ça, c'est chouette aussi. Donc voilà, c'est des journées qui sont bien remplies et c'est cool. Et du coup, juste, est-ce que l'INSEP, l'organisation de l'INSEP, avec que ce soit le collectif France, la fédération ou les entraîneurs, comment ils te permettent au quotidien de vivre ça? Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers qui ont été mis en place? Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres mères de famille au sein du collectif Sabre d'Âme, si je ne me trompe pas. Au collectif Sabre en France, je suis la seule. Il y a une femme à l'épée qui vient Ouais. d'avoir un bébé aussi. Alors moi, je travaille ici, donc l'INSEP, c'est l'Institut national du sport. Pour ceux qui aiment le sport, c'est vraiment un temple à visiter parce que c'est tous les sports olympiques qui se retrouvent des équipes de France. Et puis vous montez un étage, vous avez le taekwondo qui s'entraîne, donc c'est trop cool. L'étage d'en dessous, ça va être la gym. Après, à côté, ce sera la lutte, le judo. Enfin bref, tous les sports olympiques. Quand on aime le sport, c'est quand même une vraie richesse de pouvoir voir tout le monde s'entraîner comme ça. Moi, je travaille aussi avec eux à côté. Ça s'appelle des emplois un peu aidés, où ils permettent d'avoir un SMIC. Donc et en fait, en même temps, vous travaillez pour eux. Donc ça va être, vous allez faire des initiations, des conférences. Et moi, je me suis aussi beaucoup investie sur le côté écologie, parce que l'INSEP, c'est incroyable. C'est dans le bois de Vincennes. C'est un écrin de verdure incroyable. Mais je suis persuadée qu'on peut tous mieux faire en termes d'écologie. Par exemple, je pense que éteindre les pistes d'escrime quand c'est terminé, c'est pas forcément difficile, mais ça vient pas en tête à tout le monde. Éteindre le sauna quand personne l'utilise. Le problème, c'est que ces gestes de civisme, c'est pas forcément ancré chez tout le monde, surtout dans l'INSEP. Quand vous travaillez dans des grandes structures, voilà, c'est l'autre éteindra à votre place. Et bref, c'est des exemples tout bêtes, mais voilà, essayer de faire en sorte que l'INSEP soit plus écolo, parce que c'est du sport, mais c'est aussi à nous de montrer l'exemple en termes d'écologie. Et l'INSEP, je pense que c'est un des lieux adaptés pour ça. Donc j'essaie de travailler dans ce sens-là. Et c'est un projet passionnant. C'est faire bouger les choses différemment. Et c'est pas avec un sabre pour le coup, même si ça m'aiderait parfois. Mais en tout cas, c'est cool. Et donc, pour en revenir à ma question, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par rapport à l'entraînement spécifiquement avec les entraîneurs et la fédération qui te permettent de continuer à être maman au moment où tu t'entraînes, ou est-ce que justement, tu as fait le choix aussi peut-être de cloisonner à ces moments-là pour te concentrer à chaque fois? Tu disais que quand tu rentrais à la maison, tu fermais la porte et tu laissais la sportive de haut niveau quasiment sur le palier. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'autre sens, ou est-ce que tu t'autorises à
à continuer dans le cadre de ton entraînement à être le plus maire possible, si je peux dire comme ça. Oui, alors j'avais pas compris la question, pardon d'avoir Non, répondu mais à c'est pas côté. grave, t'es parti. Non, t'es parti sur une Euh, digression, je pense qu'elle était intéressante aussi. Ma fille vient à l'entraînement parce que j'aime bien l'emmener à l'entraînement de temps en temps et puis surtout qu'elle est très réclamée. Les filles de mon groupe voudraient la voir tous les jours. Les Et tatas. bah ouais, c'est normal. Et après, ça va pas trop dans les deux sens parce que ben, je l'ai déjà emmenée à l'entraînement sur le temps d'une sieste. J'ai fait en sorte qu'elle s'endorme. J'ai marché dans tout l'INSEP. Je suis arrivée, c'était sa sieste. J'ai pris ma leçon et elle s'est réveillée au milieu d'une leçon. Alors, une leçon en escrime, c'est un moment très intime avec son entraîneur où c'est des répétitions de gamme, des gestes techniques. Ça envoie assez lourd au niveau physique. C'est vraiment un échange assez beau à voir. Si vous avez un jour l'occasion de voir une leçon, c'est très cool. Et en fait, elle s'est réveillée au milieu de tout ça. Et elle regardait mon maître d'armes avec des yeux noirs. Elle comprenait pas du tout pourquoi il voulait me toucher, pourquoi il voulait me taper dessus. Et bah, moi, ça me faisait rire de la voir là-dedans. Mais voilà, je pense que ça va évoluer et que ce sera dans quelques années un vrai sujet. La place des enfants, que ce soit en entreprise ou dans le sport de haut niveau, c'est à nous de leur faire plus de place. Parce que dès que j'amène ma fille à l'entraînement, alors que 5 minutes après, tout le monde se tapait dessus, les gens râlaient, les gens étaient stressés, parce que c'est aussi ça l'entraînement quand c'est un peu intense. Vous emmenez un enfant dans la salle, bah, tout de suite ça calme tout le monde, les gens parlent plus doucement, les gens sont plus doux, les gens sont plus calmes, et c'est magique, ils ont un pouvoir magique, et je pense que c'est à nous de les utiliser plus. C'est l'équipe de France de foot féminine, vous en avez peut-être entendu parler, l'entraîneur national a aussi ouvert en disant, bah voilà, nous, on met en place, alors ils ont plus d'argent aussi, mais ils ont une nounou, ils ont une garderie, ils font en sorte que les bébés soient bien, et ils emmènent les peu de joueuses qui sont mamans, ils ont droit d'emmener leurs enfants, et en fait, bah, ça détend toute l'équipe. Et là, elle prépare la Coupe du Monde, et je suis persuadée que c'est un vrai allié. Si on peut être détendu à quelques jours, quelques heures d'un événement, bah oui, il faut le prendre, cette dose de douceur et de tendresse, et ça sent bon un bébé, c'est chouette quand même. Ouais, c'est sûr. Et tu évoquais tout à l'heure ton emploi au niveau de l'INSEP et de la mise entre parenthèses de ta carrière de journaliste. Ça a été un choix que tu as fait en préparation des Jeux. Comment tu te projettes peut-être après cette période-là? Est-ce que au niveau orientation professionnelle, tu commences à entrevoir déjà des pistes ou est-ce que pour l'instant, tu te concentres uniquement sur la préparation, sur ta vie de sportif de haut niveau? J'y pense évidemment, bah, parce que vous avez les chantiers qui arrivent et que vous avez envie de on a quand même la chance quand on est sportif d'avoir une vie, incroyable, enfin en tout cas d'avoir cette capacité à avoir des objectifs tous les week-ends. Si vous réussissez ou perdez le samedi, et ben le samedi d'après, vous avez une nouvelle échéance. Donc c'est une vie faite d'objectifs, de challenges, de montées, de descentes, de hauts, de bas, et c'est ça tous les week-ends. Donc forcément, le jour où cette vie-là va s'arrêter, et ben trouver quelque chose qui vous transcende autant, je pense que ce sera difficile, mais en tout cas qui vous donne envie de vous réveiller le matin, ce sera un vrai challenge. Donc évidemment, j'y pense, mais j'y pense un peu comme un sous-marin, c'est-à-dire que c'est pas ma priorité, mais que je garde les yeux grands ouverts à toute opportunité possible. J'adore tout ce qui est lié à la radio, tout ce qui est lié à l'écologie. C'est une vraie chance d'avoir des passions comme ça. J'adore le sport, ça fait quand même vivre des émotions incroyables. Mais je le vis plus comme un sous-marin parce que c'est important d'y penser, mais c'est pas la priorité. J'ai vraiment aujourd'hui un échéancier à très court terme sur une année. Alors un an, ça peut faire quand même plein de choses en un an. Donc j'essaye, voilà, c'est un an où je suis à fond là-dedans et peut-être parfois la tête dans le guidon, mais en tout cas voilà, j'essaie de lever aussi cette tête du guidon de temps en temps. Et c'est un équilibre à trouver qui est assez cool. Et pour terminer sur ce sujet-là, peut-être une question un peu pratico-pratique pour éclairer tout le monde. Donc, tu nous parlais de ton emploi à l'INSEP. Malgré tout, la vie de sportive et la vie tout court coûte un peu cher. Tu as un certain nombre d'accompagnements qui te permettent de vivre ton sport. Parce qu'on sait que l'escrime, c'est pas un sport professionnel. Hein. Tu touches pas de salaire ni de la fédération ni du club. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer, sans rentrer dans les détails, mais au moins nous dire comment tu arrives à concilier tout ça? Ah, clairement, aujourd'hui, si j'arrive à faire de l'escrime, elles sont là, du coup, c'est la question particulière, mais c'est clairement grâce à mon club d'escrime d'Orient. Parce que
Parce que quand vous partez en compétition, aujourd'hui, quand on part en Coupe du Monde, on est une dizaine de Françaises. Et pour des raisons budgétaires, la fédération a voulu prendre moins de monde aux frais de la fédération. Donc, du coup, avant d'être enceinte, j'étais en équipe de France, tout va bien, j'ai fait un bébé, et je n'ai plus existé sur les listes de la fédération. C'est OK, hein, il n'y a pas de critique là-dedans. Mais il faut quand même trouver quelqu'un pour vous soutenir et partir en compétition. Et elle est là, donc c'est peut-être un peu délicat pour moi de parler d'elle, mais j'ai quand même envie de la mettre en avant, Patricia Reguigne. C'est au moment où elle m'a dit, quand je l'ai appelée, je dis bah voilà, en fait, je vais recommencer tout à zéro. Parce que, ok, on était vice-championne olympique à Tokyo, j'ai fait un bébé, et là aujourd'hui, j'existe plus nulle part. Elle m'a dit, mais si je t'aide pas maintenant, bah en fait, c'est exactement là que c'est important de t'aider. C'est le but de notre club. Et quand vous entendez ça, bah, vous vous dites, OK, j'ai choisi le bon endroit. Si en 2006, j'ai signé parce que je sentais un esprit familial et compétitif, et ben ouais, on est 15 ans après, ben, je le ressens encore. Donc clairement, c'était aujourd'hui le sport de haut niveau, olympique. Donc je parle pas du sport professionnel où ce sera le foot, le tennis, le rugby, le sport de haut niveau olympique vit grâce à l'énergie, au bon vouloir, à la passion des clubs et des bénévoles. On ne vit qu'à travers eux. Et c'est grâce à eux qu'on peut partir aux Jeux européens, qu'on peut partir à travers le monde, que les compétitions sont organisées. Et ça marche en France, mais ça marche dans aussi beaucoup de pays en Europe, c'est la même chose. C'est les bénévoles, c'est les clubs, et c'est une chance inouïe, parce qu'au final, on est très peu à pouvoir tenir un sabre sur les plus belles pistes. Donc clairement, aujourd'hui, moi, si je peux faire ça et rencontrer des étrangères à travers le monde, bah, c'est grâce au club et aux bénévoles. Non, je pense que Patricia appréciera. On n'avait pas, pour assurer tout le monde, hein, c'était pas préparé du tout, hein, c'était purement au sein de la conversation. Delphine, peut-être d'autres sujets à aborder, je te repasse la parole. Je ne sais pas si on a des questions peut-être dans le chat. On avait une question de la part de Gilles qui évoquait le sujet de la relation avec tes équipiers, qui rebondissait sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Cécilia, où tu parlais de jungle pour être dans l'équipe. Mais Gilles nous dit, mais je pense qu'il y a aussi une relation, un esprit d'équipe. Est-ce que tu peux confirmer et peut-être faire le lien avec tout ce qu'on vient de dire d'ailleurs? Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que le jour où déjà je leur ai annoncé, j'avais une boule au ventre que j'étais enceinte, elles m'ont prise dans les bras, il y en a plein qui ont pleuré, enfin, c'est une relation toute particulière que vous avez avec vos partenaires d'équipe parce que c'est vos adversaires, déjà. C'est sûr que c'est vos adversaires. On est une vingtaine, au final, il y a que 12 qui partent en coupe du monde, il y en a que 4 qui partent aux jeux olympiques. Donc finalement, votre voisine, c'est aussi votre adversaire. Mais c'est vraiment vos partenaires. Ça veut dire que plus elles seront fortes à l'entraînement, plus elles vous permettront aussi de progresser. Et quand vous partez en compétition avec elles, quand vous gagnez, gagner ensemble, sentir vos coéquipiers avec vous. J'ai rarement pris les gens comme ça dans mes bras, parce que c'est puissant, parce qu'on gagne ensemble, parce qu'on progresse ensemble, on s'entraîne tous les jours ensemble, on transpire ensemble, on saigne ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Enfin, c'est quelque chose une relation toute particulière. C'est presque un côté schizophrénique parce que, vous le samedi, vous êtes adversaire, le dimanche, vous êtes par équipe, et puis vous avez un besoin viscéral d'elle, quand vous êtes sur une compétition par équipe. C'est pas comme au foot où il faut se faire la passe. C'est vraiment chacun son tour, va mettre des touches pour l'autre et c'est quasiment un côté où on est tout seul et quand on se retourne, il y a toute l'équipe qui est là. Voilà, c'est vraiment une relation toute particulière et clairement quand je leur ai annoncé que j'allais être maman, j'ai vu que c'était juste, waouh, c'est ça la vraie vie en fait. Et ça nous a toutes reconnectées à, en fait, quand on va arrêter l'escrime, il y a une vie derrière. Et elles me l'ont dit, elles m'ont dit, ça nous rassure en fait. Quand tu fais des trucs à côté, bah, ça nous rassure. On voit que tu es devenue maman et que ça t'épanouit plus que faire des parades ripostes, bah, ça nous rassure. Et je pense que c'est aussi important de montrer ce chemin-là. Ouais. On a une question qui pourrait peut-être un peu balayer et qui est transversale à tout ce qu'on vient de se dire. Une question d'Elisabeth, je vais éviter de faire des erreurs sur le nom de famille, pardon, qui nous demande est-ce que tu ressens une sorte de charge mentale par rapport à tout ce que tu peux faire,
On sait que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. À quel point tu peux être affecté par cette charge mentale qui viendrait peut-être soit parasiter ta vie privée, soit venir avoir de l'influence négative sur ton entraînement. Bonjour Elisabeth, c'est une vraie question. La méditation m'aide vachement à me recentrer, à, à faire un vrai scan de ce que je peux ressentir, de ce que j'ai à faire et de me dire en fait ça va, c'est pas insurmontable. Mon conjoint m'aide aussi beaucoup parce que c'est un travail d'équipe, d'élever un enfant et puis d'avoir des échéances sportives ou professionnelles. Et la vraie chance aussi qu'on a, c'est qu'en fin d'année, par exemple avant les championnats d'Europe, on part un petit peu comme c'est des petits stages de 3-4 jours. Et là, tout est tourné vers la performance. Ça veut dire que ça s'est poussé les stages, c'est-à-dire qu'on vous fait à manger. On va pas jusqu'à vous border dans votre lit, mais rien que ça peut être un détail, mais vous faire à manger, que l'entraînement soit calé à une heure précise. 3-4 jours avant une échéance, je me suis rendu compte à quel point je récupérais de l'énergie physique, de la disponibilité, de la créativité, parce que tout était fait pour moi. J'avais rien d'autre à penser qu'à mon haut niveau. Et ça, c'est vraiment important. Ce côté charge mentale, il est présent pour tout le monde. Et c'est s'accorder ces quelques bulles d'air. Alors moi, ça va être 3-4 jours de stage, mais pour d'autres, ça peut être 3-4 jours ou une journée, ne serait-ce que pour régénérer, refaire un petit reset, c'est indispensable. Je me suis rendu compte qu'après ces 3-4 jours de stage, déjà j'avais mieux dormi, c'est sûr, mais j'étais plus créative, j'étais plus joueuse, j'étais plus féline sur la piste, j'avais plus de malice, plus envie de piéger. Enfin voilà, euh, j'ai mis mon corps dans cette disponibilité-là et ça change vraiment ce qui se passe dans le cerveau derrière. Ouais. Et on a parlé pas mal de prévention. Il y a un sujet qu'on avait aussi prévu d'aborder au cours de cette conférence, c'était celui de l'innovation. Est-ce que par rapport à ta carrière de sportive, maintenant qui commence à être, tu le disais, hein, tu commences à avoir de l'expérience, est-ce que tu as senti des évolutions dans les méthodes d'entraînement, de récupération, de préparation, ou des innovations spécifiques, même technologiques, hein. L'escrime en elle-même n'a pas spécialement évolué depuis que tu as commencé, mais peut-être que sur ce point de vue de l'innovation, comment tu as ressenti ce qui se passe depuis que maintenant une grosse quinzaine d'années, tu es sportif de haut niveau? Alors des innovations, il y en a tous les jours et c'est important de savoir faire le tri, de savoir choisir qu'est-ce qui va être utile pour votre performance et de pas devenir un rat de laboratoire juste pour faire des tests parce que c'est sûr que c'est intéressant quand vous êtes chercheur. Tous les mois à peu près, on a des gens qui viennent nous proposer des choses. Ça va vous mettre des capteurs dans les muscles pour voir votre explosivité, vous prendre une goutte de sang pour voir votre taux de... D'ailleurs, je sais pas toujours qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Vous mettre des lunettes pour voir exactement quel est votre champ de vision, qu'est-ce que vous regardez. Faire le tri, c'est important. Savoir pourquoi on fait ça, dans quel but et qu'est-ce que ça va nous apporter. L'innovation est vraiment intéressante. Par exemple aussi aujourd'hui pour la prévention des blessures, tous les matins, c'est un petit questionnaire qu'on doit répondre. Ça vous prend 3 minutes et en fait vous dites comment vous vous sentez, comment vous avez dormi, est-ce que vous avez des gènes particulières. Et cette petite conversation qui va passer sur une application va aussi envoyer un message à votre entraîneur. Si jamais il voit une alerte ou si jamais il sent que vous êtes sur une pente un peu descendante, que vous vous sentez moins bien sur ces derniers jours. Avec les règles aussi, les menstruations, cette capacité à voir quand est-ce que c'est votre pic de forme et quand est-ce que la technologie est importante quand c'est cadré, quand c'est canalisé, quand on sait pourquoi. Et clairement, ça peut nous aider. Moi, je sais que je suis un peu vieux jeu et que je suis pas à la pointe de tout ça, mais en tout cas, ils savent des choses aussi, la science, et ça peut nous aider pour. Si c'est ne vous apporte qu'une seule touche sur un match, c'est déjà pas mal. Ouais. Ce qui confirme un petit peu ce qu'on dit depuis le départ et ce qui est, alors Gilles, tu m'interrompras si je me trompe, mais qui est aussi le sens du partenariat entre Nuoma et le CEO, c'est que je me souviens des discussions qu'on avait eues, c'était effectivement de se dire on va essayer de donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc je pense que c'est effectivement important, et tu le soulignes là, de pouvoir réfléchir et donner du sens à tout ce qui se passe. C'est aussi
le cadre, et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Delphine, peut-être d'autres sujets que tu voulais aborder? Je pense qu'on a quand même bien fait le tour sur tout ce qu'on avait prévu de se dire. Je ne sais pas si des personnes ont envie de réagir sur le chat. Peut-être d'autres questions à poser à Cécilia. Il y a Patricia qui voudra intervenir, je crois. Oui. Moi, je voudrais remercier Cécilia pour ce qu'elle a dit. C'était vraiment pas prévu. Je pense qu'il y a peu d'athlètes qui reconnaissent ce que reconnaît Cécilia, donc l'importance du club dans le partenariat. C'est vraiment un partenariat athlète-club, comme on a un partenariat Nuoma CEO. C'est vraiment de l'entraide, du donnant-donnant. On donne ce qu'on peut, elle nous donne ce qu'elle peut. Et je pense que c'est vraiment très sympa ce que tu as dit, parce qu'il y en a peu qui le reconnaissent ou qui s'en rendent compte. Peut-être qu'ils le reconnaissent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et je pense que c'est les grands sportifs qui disent ça et qui reconnaissent ça. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir cité encore le partenariat ensemble. Je le disais hier, j'étais à une réunion d'adhérents à Montpellier et je disais les associations, souvent, je dirais, dirigées par des bénévoles, alors avec des salariés derrière, des choses comme ça, mais souvent on se donne la main. On a cet esprit de solidarité et de création de valeur pour les autres quelque part. Et moi, j'applaudis notre partenariat. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et on arrive à trouver des choses, à créer des choses ensemble. Tu te rappelles mes paroles à l'époque, Patricia, hein, j'ai dit, moi, je veux pas être sponsor. Sponsor, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà, l'argent qu'on peut mettre sur la table pour avoir le nom de Nuoma affiché, ok, mais c'est pas ça. Voilà, il faut autre chose. Et merci à Cécilia d'en avoir parlé. Oui, voilà, il y a cette valeur dans les clubs qui sont des associations souvent et qui sont là pour construire, pour aider, pour créer, pour partager. Et tant mieux. Enfin, je sais pas si c'est le mot de la fin, si quelqu'un veut conclure après ça, mais en tout cas, merci Cécilia de toute ta franchise, et parce que on est rentré presque un peu dans l'intime par moment, et j'ai apprécié. Cécilia, peut-être un mot pour conclure sur tout ce qu'on vient de se dire. Alors, pas forcément faire le résumé, mais peut-être nous donner un petit peu ton sentiment sur ton retour à la compétition qui est assez récent, les objectifs qui arrivent, ton planning de compétition. J'imagine que tu te projettes au moins jusqu'aux Jeux de Paris. Après, je ne sais pas ce que tu as décidé. C'est évidemment pas le moment d'en parler, mais est-ce que tu as déjà calé un certain nombre de choses? Tu parlais tout à l'heure de l'organisation des stages qui était importante, d'avoir un cadre qui te permette d'avancer. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer. Hein. Est-ce que toi, tu as déjà dessiné ce cadre jusqu'à tes prochains objectifs et à quoi il pourrait ressembler? Oui, alors aujourd'hui, je suis dans une position particulière parce que les championnats du monde, là, dans 20 jours, et je suis remplaçante pour ces championnats du monde, donc je suis dans l'attente. Il y a une fille qui est blessée, j'espère qu'elle va pouvoir se rétablir parce qu'elle a mérité d'y aller. Mais si en tout cas elle n'est pas d'attaque, je prendrai sa place. Et après, la saison va vraiment redémarrer en septembre. Sur une saison, on a 8 Coupes du Monde et ce sera 8 événements assez importants dans la course justement à la qualification pour les Jeux. Alors évidemment, c'est le moment d'en parler. La plus belle, ce sera en novembre, c'est à Orléans. C'est en novembre, si je dis pas de bêtises. Décembre. En décembre, début décembre. Ouais. Et donc voilà, et ce sera toutes ces échéances-là qui vont vraiment être importantes avec des stages entrecoupés. Et, en tout cas, c'est 8 événements. Mais voilà, mais en tout cas, surtout ce que je voulais dire, c'est quand vous parlez d'intime, j'espère que des fois je dis je vais trop loin. Alors je sais pas ce que j'ai raconté, mais j'espère pas avoir choqué certaines personnes. Mais j'espère en tout cas vous avoir donné envie de faire du sport, parce que c'est sûr que le sport, moi, c'est ma vie et ça a changé ma vie et ça m'a appris énormément. Et je pense que c'est des choses qui sont assez accessibles, que des fois on se dit non, je suis pas fait pour ça, je suis pas
Et en fait, on va courir 2 minutes et on se dit waouh, 2 minutes c'était trop bien, demain je recommence. Et voilà, c'est ce bonheur du sport de partir à la conquête de ça. Et si parfois c'est un 5 minutes de challenge qui va vous motiver sur une journée, c'est déjà incroyable. Donc voilà, c'est cette passion que j'ai pour le sport et qui m'a vraiment ouvert des portes incroyables. Donc si des fois vous hésitez, ben voilà, des fois il faut juste quelques minutes de courage pour des changements incroyables. Donc j'y crois à ça. Merci, Cécilia. Delphine, je te laisse conclure, peut-être. Alors déjà, je voulais à tous vous remercier d'avoir participé à la conférence et notamment à Cécilia. On a eu l'honneur de pouvoir l'avoir avec nous pendant 1 heure. Sachez que cette conférence du coup était enregistrée et sera disponible sur YouTube très prochainement, dans les prochains jours. En tout cas, on vous tiendra informé. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous.